BFM Business et Tech & Co présente Tech & Co, la quotidienne. Frédéric Simotel. Bonsoir et bienvenue dans Tech & Co, la quotidienne. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h pour évidemment débriefer l'actu tech. Et dans un instant, on va tout de suite parler d'IA, évidemment, avec Alibaba, le chinois qui veut concurrencer OpenAI. On vous avait déjà parlé de cette IA Qwen. Eh bien, ils la ressortent, ils veulent en faire une super app. On va voir ce qu'en pensent nos débriefeurs et puis surtout, est-ce que ça peut vraiment concurrencer les Américains. On parlera aussi de Christine Lagarde qui alerte sur le retard de l'Europe. C'était un discours à Bratislava. Voilà, elle dit qu'il faut arrêter toute cette réglementation, il faut y aller à fond. Et puis, on parlera enfin de l'innovation. Ce sera Maya Noël, la directrice de France Digital, qui sera avec nous. L'innovation dans les startups du retail. C'est un baromètre qu'a sorti France Digital avec FDJ United. Donc l'occasion de faire ces 400 pépites en tout. Allez, restez avec nous, on est ensemble jusqu'à 21h. Tech & Co, la quotidienne, c'est parti. Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Messieurs, bonsoir. Merci d'être avec nous. Je l'ai dit, beaucoup parlé d'intelligence artificielle ce soir. Les matchs France-Chine, États-Unis-Chine. Il y a un match France-Chine, heureux de l'apprendre. Ouais, c'est une très bonne nouvelle. Il faudrait bien essayer. Europe-États-Unis, Europe-Chine, enfin voilà, il y a beaucoup de choses dans l'actualité internationale. On parlera aussi musique. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui. L'IA est en train de bouleverser complètement le marché. Allez, on démarre nos débriefeurs ce soir. Clément David, président de Théodo Cloud, bonsoir. Salut. Donc, qui accompagne les entreprises notamment dans leur stratégie et même dans leur hébergement dans le cloud. Avec nous également Enguerrand Renaud. Bonsoir Enguerrand. Salut. Bienvenue. Qui est retourné dans l'univers du journalisme après un passage chez Image7. Aujourd'hui, il est directeur de la rédaction de Satellifax. Et ça marche. Satellifax, rappelle-nous, on peut s'abonner gratuitement, dis-nous. Ah non, il faut payer. Il faut payer, voilà. Et donc, c'est de la presse B2B professionnelle. On a de l'information un peu croustillante. Voilà, exactement. Voilà, Satellifax, allez-y, abonnez-vous. Et puis avec nous également Damien Douany. Bonsoir Damien. Bonsoir Fred. Merci d'être avec nous, responsable de l'innovation de l'école narrative et fondateur de Topos. Donc justement pour vous expliquer un peu tout ce qui est en train de se passer dans la tech en termes de pour vous acculturer, vous former et tout cela avec Topos. On va démarrer avec l'IA d'Alibaba. On parle pas souvent d'Alibaba dans le domaine IA et pourtant on en parle souvent quand on parle de cloud, un peu moins sur leur IA. On avait un peu parlé de Qwen. Eh bien ça y est. À l'occasion de la publication de leurs résultats trimestriels, ils devaient mettre en évidence le résultat des investissements faits dans l'IA. Eh bien, sous l'impulsion de sa direction, l'entreprise a mis cette technologie au cœur de sa stratégie et veut même aujourd'hui, le challenge est lancé, concurrencer ChatGPT. On écoute ce que nous en dit Erwan Maurice et on en débriefe juste après. L'intelligence artificielle d'Alibaba déjà téléchargée plus de 10 millions de fois en une semaine à peine. C'est bien là le signe que le grand public est au rendez-vous et que la stratégie offensive du groupe sur l'IA porte ses fruits. Le résultat d'un travail de simplification, disent les analystes. Alibaba a tout récemment regroupé ses différentes applications sous une même marque baptisée Qwen, avec l'ambition d'en faire une super app comme WeChat qui compte aujourd'hui près d'1,4 milliard d'utilisateurs. Qwen, qui va profiter de l'absence de ChatGPT sur le marché chinois, aura néanmoins à jouer des coudes avec d'autres acteurs chinois comme DeepSeek, pionnier de l'IA générative à bas coût, mais pourra s'appuyer sur des investisseurs motivés par le potentiel de l'IA et rassurés par la posture de Pékin. Le Parti communiste chinois, qui a un temps régulé ces géants de la tech, a finalement pris le parti de les soutenir, ce qui a eu pour effet de rebooster le groupe fondé par Jack Ma. En un an, le titre Alibaba a explosé de 88% à la bourse de Hong Kong, faisant revenir l'entreprise dans le top 30 des capitalisations mondiales. 10 millions de téléchargements en 7 jours. Alors peut-être qu'à l'échelle de la Chine, ça n'est pas beaucoup. Voilà, c'est ce qu'on pourra se dire. Mais en tout cas, ça marche plutôt bien. Alors, quel est votre regard ? Est-ce que déjà, ça pourrait être un modèle exportable depuis la Chine ? Clément ? Alors, on traitera, si tu veux, l'ensemble après, mais pour répondre spécifiquement à cette question, c'est compliqué les modèles chinois parce que c'est la Chine. Et en fait, tu vas avoir le même plafond de verre. Tu vois, DeepSeek a cartonné en début d'année avec DeepSeek R1. On a dit, c'est génial. En plus, ils l'ont développé pour 3,50 balles et 1 mars. Pas vrai du tout. Ils n'avaient pas les puces. Ils avaient complètement les puces. Enfin, il y avait mensonge sur mensonge. Mais n'empêche que ça avait impressionné tout le monde. Et, ça avait fait perdre 15% à la valeur. Oui, c'était aussi une grosse prise de bénéfice en une journée. Mais oui, tout le monde s'était un peu pété la figure. La vérité, c'est qu'aujourd'hui en Europe, l'adoption de DeepSeek, c'est néant. Mais parce qu'en fait, c'est elle le même. Elle est proposée quand même, des Microsoft la propose. Oui, non, mais félicitations à eux, tu vois. Mais la vérité, c'est qu'il y a des enjeux de souveraineté, on en parle, tout le monde dit Trump, etc. Moi, je vais te dire, dans le cloud, des demandes pour Alibaba
j'en ai eu une en 4 ou 5 ans. C'est parce que c'était obligé, parce qu'il y avait un contrat, un commit, etc. Alibaba Cloud, pardon. Mais ils vont se heurter exactement au même problème. Moi, je peux te signer maintenant que, hors accord B2B, surfinancé, truc machin, tu prends n'importe quel outil, interface IA chinoise en Europe, dans 5 ans, ils sont nulle part. Ça veut dire qu'il faut les regarder avancer sans s'en inquiéter, je sais pas, Damien. Sans inquiéter, je sais pas, mais il faut les regarder avancer, oui, c'est clair. Après, c'est comme différentes apps qui sont très utilisées par les Chinois, qui sont très peu utilisées, à part aux Galeries Lafayette à Paris, de paiement, comme Alipay notamment. Non, mais c'est vrai, mais ce sont des outils qui sont extrêmement généralisés, vu le volume qu'il y a d'utilisateurs en Chine, mais sur une zone géographique qui est la Chine. Donc, de la même chose que tu disais, Clément, effectivement, je pense que c'est intéressant à regarder. Par contre, je pense que c'est intéressant à regarder d'un point de vue technologique, parce que c'est pas non plus des clowns. Donc c'est intéressant de voir comment ils vont évoluer, comment ils vont essayer éventuellement de contourner les éventuels problèmes d'embargo qu'il pourrait y avoir sur les puces, etc. Comment ils peuvent essayer de contourner ça. Je sais que dans on Qwen... en parle dans un instant, parce que ça y est, ils ouvrent un petit peu les H200. Enfin, le mec, sachant que dans le cas de Qwen, il y a différents modèles qui existent. Il y a de l'open source, il y a des modèles légers, il y a des modèles qui soi-disant tourneraient sur des modèles très très légers avec une pauvre carte graphique avec quelques mégas de mémoire. Bon, on est d'accord qu'on va en discuter, mais globalement, il y a quand même des choses intéressantes à regarder. Parce que c'est pas un moyen d'attirer des investisseurs. Non, mais ils avaient lancé Qwen, déjà une première version qui n'avait pas fait énormément de bruit ou quoi. Là, ils relancent, ils intègrent ça dans leur app, et ce que tu dis, on n'imagine pas comment les outils... Enfin, il y a deux Internet. L'Internet chinois est radicalement différent de celui qu'on et l'Internet russe. Voilà, et t'as Baidu d'un côté, et t'as Alibaba de l'autre, mais tout est intégré. C'est les médias, c'est les réseaux sociaux, c'est les paiements, c'est la musique. Tout est totalement intégré, ce qui n'existe pas dans notre Internet dit occidental. Donc ils ont quand même la capacité, s'ils mettent une couche d'intelligence artificielle au-dessus, d'apprendre encore plus vite parce qu'ils ont des données gigantesques. L'accès aux capitaux, alors en Chine, alors ils sont à Hong Kong. Le fait qu'ils fassent un peu de publicité autour de ça, c'est pas non plus pour attirer des capitaux. Enfin, alors que nous, les premiers, quand on dit Mistral... mais c'est effectivement pour être dans le game. Et aujourd'hui, on voit Gemini 3 qui est considéré comme nettement meilleur que ChatGPT. Donc ChatGPT souffre un tout petit peu. Effectivement, je ne suis pas sûr qu'on les retrouvera sur nos smartphones ou qu'on les retrouvera en Europe. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas parce qu'on les utilise pas tous les jours et qu'on continue à utiliser Claude, Gemini, ChatGPT que ça ne va pas grandir par ailleurs. Et on va le voir effectivement avec... Et que ça peut s'étendre sur le marché et que ça peut s'étendre sur le marché asiatique et africain. Et africain. Parce que voilà, la Chine, c'est quand même une capacité d'exporter. Alors, aux États-Unis, il y a des barrières. En Europe, je t'interromps, mais africains, le gros souci qu'ils ont, c'est qu'ils n'ont pas suffisamment de données pour entraîner. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Non, mais il y a déjà Huawei qui est dans tous les réseaux télécoms. Donc, c'est déjà le marché africain est déjà un petit peu. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il faut effectivement regarder. Il ne faut pas les regarder de haut. Moi, je trouve qu'il ne faut pas les regarder de haut parce que c'est pas ça qu'on dit. Ce qu'on dit, c'est que commercialement, ça va être compliqué d'attaquer, ce qui était la question, d'attaquer en Europe. Ce qui ne veut pas dire que ils ne sont pas capables de concurrencer technologiquement. Et par contre, comme tu le disais, Enguerrand, s'ils bétonnent une situation, une position en Asie bien positionnée, peut-être même éventuellement en Afrique, voilà, après on va avoir un monde bipolaire, et puis nous mieux, quoi. Après, on le voit, il y avait un très beau papier dans les Échos sur tous les fabricants de lunettes en Chine. Bon, et ils sont quand même très très en avance également. Donc ils sont, on a l'impression que deux mondes qui ne se côtoient pas trop évoluent en parallèle, mais ils évoluent très très vite. Après, je pense que c'est important aussi pour les Chinois de communiquer vers l'externe, mais aussi de communiquer en interne pour montrer que le gouvernement continue son élan. On sait que là, quand ils ont Xi Jinping, quand il a présenté le plan, il a mis l'IA, dès la deuxième phrase, il prononçait le terme IA. Voilà, c'est embarqué un peu toute la population aussi derrière tout ça. Ouais, il ne faut pas sous-estimer non plus qu'on voit la Chine comme un ensemble uni. Et c'est vrai que nous, on a un prisme qui est, tu vois, là, c'est le titre, on disait attaque OpenAI, etc., parce que c'était super grand public.
l'enjeu des compagnies chinoises, c'est déjà d'exister sur le marché chinois. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier qu'en fait, de la même manière que nous, on voit une bataille de titans entre Amazon, Google et Anthropic qui se ramènent, des pure players, OpenAI, en fait, les Chinois ont exactement la même chose. Il y a un proverbe chinois qui dit qu'il ne peut pas y avoir 2 tigres dans la montagne. Là, pour l'instant, ils ont un paquet de tigres. Et en fait, Alibaba, le problème, c'est qu'ils sont en retard sur Tencent. Tu vois, ils sont en retard sur Baidu. Tencent, on le rappelle, qui est l'éditeur de WeChat. WeChat étant la super app. La super app, moi, 2018, je suis à Shenzhen. On rentre dans les magasins, c'est no credit card, no cash, no credit card, only WeChat Pay. Hein. Bien sûr. Et après, il y avait le nouvel aéroport à Canton. Tout était, on commandait tout avec ça. Voilà, avant 2020, effectivement. Donc ils sont très en avance. Et surtout, ce qui est étonnant, ce qu'il faut voir, c'est très intégré. Tout est très intégré. Une seule app, tu peux tout faire. Et Tencent, là-dedans, est vraiment très intégré. Alors justement, j'aimerais bien vous entendre. On va avancer parce que c'est un peu le même. Les deux sujets se suivent, puisque c'est Nvidia. Donc Nvidia, la Chine est potentiellement un gros marché. Puis tout d'un coup, avec l'arrivée de Donald Trump qui a tout bloqué, tout ça a été un peu bloqué. Et là, les États-Unis envisageraient d'autoriser Nvidia à vendre des puces H200. Alors attention, les H200, c'est pas la dernière génération. C'est pas la dernière génération, mais voilà, ça peut faire l'affaire. Donc voilà, c'est un possible tournant. Alors bon, c'est vrai qu'avec l'administration de Trump, on est toujours on souffle sur les braises et puis après on les éparpille un peu pour que ça fasse un peu moins de la température redescende un peu. Mais là quand même, c'est un signe. Mais t'as absolument raison. Si on essaye de suivre une logique dans ce que dit Trump et son administration, c'est un peu compliqué. Là. C'est un revirement, parce qu'ils n'ont pas arrêté de dire qu'effectivement, les H100, là, c'est une saignette. Pourquoi pas les H200 il doit y avoir un lobbying forcené de Nvidia, et c'est surtout l'idée que, ça y est, ils ne se font plus aucune illusion. Si on ne vend pas des GPU Nvidia, les Chinois les feront. Oui. Voilà. Et donc, c'est toujours ce dilemme. Est-ce qu'on attend que les Chinois développent leur propre technologie, ou est-ce qu'on leur donne la techno, ou est-ce qu'on fait déjà du business? Alors, ça, c'est un dilemme. C'est mort lente ou mort rapide, disait Martin Bouygues. Mais c'est quand même le dilemme aujourd'hui. Et je pense que ce qu'il y a derrière ce revirement, ce énième revirement, c'est ça. C'est-à-dire que, allons-y, on va vendre des... autant que l'argent revienne chez Nvidia. Ils ont dit aussi que l'embargo qui ne portait pas ce nom-là, il était contourné. Ils se sont dit finalement, regardez, ça sert à rien. Ils réussissent quand même à dire. Ouais, mais après, tu disais, il faut raisonner, il faut essayer de trouver une logique de raisonnement chez Trump. Et il y en a une, c'est le deal. Donc la base, c'est le deal. Donc le deal, ça peut être aussi de dire, on dessert les taux qu'on a fermés, on va dire, ou verrouillés quasiment artificiellement, et on le dessert avec, par exemple, de l'échange avec des terres rares ou d'autres éléments que les Chinois ont et qui vont permettre de jouer une sorte de monnaie d'échange. Je pense qu'on peut aussi le voir dans cette manière-là. Et puis derrière, on n'est pas allé regarder dans les détails, parce qu'on n'a pas les détails de tout ça, mais on peut imaginer que l'autorisation ne signifie pas non plus qu'ils ne gardent pas un œil dessus en disant « hop, ça oui, mais ça... comment tu vois ça, toi, Clément ? Non, mais c'est vrai que pour l'instant, c'est un peu un deal lose-lose. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que... Je sais pas comment ça se dit en chinois, mais voilà. tu regardes DeepSeek, par exemple, c'est l'exemple qu'on donnait tout à l'heure, on sait qu'ils se sont entraînés et sur des H100, et que tu n'as gêné personne, et en même temps, tu as créé cette dynamique qui permet au marché chinois de se débarrasser de la perfusion américaine pour essayer de développer ses propres compétences. Et résultat, à ce moment-là, assume, vends-leur des puces, empêche-leur de créer la capa, sauf si tu commences à les produire chez Foxconn ou qui que ce soit, parce qu'à ce moment-là, ils vont tout récupérer. Mais, et au moins, toi, fais du business avec les boîtes américaines et empêche les Chinois de se noter de la capacité. Et tu vois, là, le premier, quand il y a cette annonce qui sort, les premiers en bourse qui dévissent, c'est les fournisseurs de puces chinois. Tu vois, parce qu'à un moment, chez eux aussi, ils ont un écosystème qu'ils ont commencé à construire, qui peut être déstabilisé. Donc en fait, c'est pas forcément négatif sur les États-Unis, et ça permet à Nvidia de continuer à faire du business, de s'étendre sur peut-être le futur plus gros marché mondial, sachant qu'ils ont une valo, et puis ils ont une valo à justifier, qui fait de toute façon, ils ont intérêt à vendre. Et puis je pense qu'aujourd'hui, pour Washington, c'est une façon aussi de, entre guillemets, soulager Nvidia, quoi, de leur dire voilà, continue votre croissance, non ? Il n'y a pas un côté comme ça ? C'est peut-être un moyen d'éviter que le cercle
le cercle, je ne sais pas s'il est vertueux ou pas, mais le cercle auquel il y a Nvidia au milieu, si vous avez vu ce schéma de Bloomberg, et tous les autres acteurs de l'IA qui graillent autour, que le truc, c'est que le cercle de Ponzi ne s'effondre. Donc, est-ce qu'ils ont l'impression, en lâchant ça, de se dire, finalement, là, on peut un peu mieux contrôler, on va voir combien de H200 Je pense pas. Je pense que simplement ils apprennent. Donald Trump est quelqu'un d'excentrique, mais probablement pas débile, et que tu vois bien ce que ça a donné avec Huawei. Je veux dire, tu les as mis en difficulté pendant 2 ans, tu les as mis en difficulté pendant 3 ans, mais la Chine, on en a parlé souvent ici, ils ont une capacité à notamment donner des ordres au marché privé. Tu vois, on parlait de Jack Ma par exemple tout à l'heure. Bon, il a disparu quand même. Voilà, il a quand même c'est peut-être de l'IA, on ne sait pas. Pendant 2-3 semaines, il est parti en vacances à un moment quand même. Et le truc, c'est que après le Covid. La Chine a une résilience extraordinaire. Quand on a dit à Huawei, en fait, vous bénéficierez plus de notamment Google, Android, etc. Ils ont refait Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, mais surtout, attendez, ce qui s'est passé, c'est que le gouvernement chinois a dit, bon, alors c'est simple, vous allez laisser le marché, tous les autres là, Oppo, OnePlus, etc., vous allez laisser le marché interne à Huawei, vous allez vous concentrer sur l'international, le temps qu'ils aient la capa de relancer, etc. Je veux dire, c'est des choses qui sont inimaginables en Europe. Après, moi, ce que me disait quelqu'un qui connaissait bien le marché chinois, il me disait qu'on surestime parfois aussi les Chinois. Ils sont comme nous. Oui, enfin, ils sont. Merci Fred. Ouais, non, mais ils sont comme nous dans l'adoption dans l'adoption de cette IA. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on le voit, il y a une adoption à 2-3 vitesses, quoi. Et en Chine, ils ont quand même ce souci-là. Il me disait, il y a des entreprises qui sont, parce qu'elles sont dans leur business traditionnel, elles sont pas du tout dans l'adoption de l'IA. Donc il y a sa fracture numérique. Le fait de dire que le gouvernement insiste un peu plus, tu vois, ça pourrait aussi aider à ce que la vague IA, elle soit encore plus forte. Non, mais comme tu disais, Clément, c'est qu'il y a surtout un marché qui est dirigé et dirigiste. Donc par conséquent, si demain ils disent allez, on va laisser rentrer, c'est super, on a de la puce Nvidia, ça les empêche pas de développer à côté les puces. Et puis demain, ils vont peut-être dire allez les gars, on arrête là, hein. Maintenant on a nos puces, on y va et on bascule. Et pourquoi pas? C'est absolument pas idiot. Donc là, je pense que chacun joue un peu son poker menteur et puis on va bien voir ce qu'il va se passer. C'est la suite de l'espèce de grand Yalta mondial. Non, puis je pense que les États-Unis, comme tu disais pour Donald Trump, on lui prête toutes les tares, mais je pense qu'il a bien compris le deal. Business, et il se dit tiens, plutôt qu'une logique de blocage, on va lâcher un peu, une logique de contrôle. Quelque part, un peu plus fin, je retire, on va vous donner H200. Jouer comme ça, toutes les entreprises dotées de technologies qui ont voulu aborder le marché chinois se sont cassées les dents. Donc dire qu'on maîtrise et qu'on fait du fine-tuning en disant je te donne ça, mais pas ça, c'est à mon avis. C'est dans la négociation. Oui, mais je pense que ce que dit Clément, voilà. Je pense que la Chine a la capacité d'avoir tous les éléments très rapidement, parce qu'une économie dirigiste, d'avoir tous les éléments et de se concentrer. Les États-Unis ont tous les éléments, mais il leur manque les terres rares. Et ça, les terres rares raffinées. Parce que les Chinois n'ont pas toutes les terres rares, mais les terres rares nous avions toute cette industrie. C'est Jacques Chirac qui a bloqué un peu tout ça, qui a fait en sorte qu'on... On n'avait pas de terre rare. Non, on n'avait pas de terre rare, mais on avait toute cette raffinerie industrielle, notamment sur la côte atlantique. Et c'est à l'époque de Jacques Chirac. Il a dit ça pollue trop, on va arrêter tout ça. Voilà. Allez, on va justement. Vous avez exhumé Jacques Chirac comme ça, d'un seul coup, boum, tu l'as sorti. Il est. Et Trump et TikTok, alors on en est où d'ailleurs? On va revenir en Europe avec beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui. Vous savez, il y a un gros événement qui démarre demain, Adopt AI au Grand Palais. Il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui sont là-bas. Et puis, bien là, alors non pas en ouverture parce qu'elle n'y sera pas, elle n'y était pas, mais c'est Christine Lagarde qui a prononcé un discours il y a quelques heures, je crois que c'est à Bratislava, donc Christine Lagarde, la directrice générale de la BCE, et qui souligne les risques financiers liés à l'exubérance des valeurs technologiques. Elle insiste surtout sur l'importance de ne pas manquer le train de l'IA qui pourrait apporter un fort gain de productivité au continent. Et selon elle, la priorité européenne ne doit pas être de créer les modèles les plus avancés, mais de déployer massivement l'IA dans tous les secteurs et surtout
abroger certaines règles. Qu'est-ce qu'on en dit? Conclusion, achetons américain. Allez, on y va, c'est bon. Je vous dis ce qu'elle dit, maintenant à nous de le commenter. Donc, et de le décrypter. si tu reprends le discours, on va pas remettre de l'argent dans des modèles, ça y est, ils sont là. Donc il y a déjà déjà une concession. C'est un discours assez pessimiste finalement, mais il faut l'adopter. Et tu as raison, tu disais, parce qu'aujourd'hui, il y a toutes les valeurs de l'IA. Ce qui manque un peu, ce qui est un peu en retrait, c'est l'adoption. Et c'est le fait que non seulement on adopte, mais qu'on voit l'adoption et la transformation. Mais qu'on voit l'effet que ça a sur la productivité. On ne le voit pas encore. Non. D'accord ? On ne sait toujours pas. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites par ceux qui ont eux-mêmes intérêt à faire adopter, mais on ne le voit pas pour l'instant. C'est-à-dire, on le voit, prends notre exemple à nous, on le voit à titre individuel en se disant, tiens, j'ai gagné un peu de temps, mais alors à la fin du mois, c'est pas pour ça que. Non, mais surtout, tu es un individu. BFM Business prends les chiffres de clients B2C, B2B d'OpenAI. Aujourd'hui, c'est 2 tiers du B2C. Donc voilà. Et les B2B, ils regardent. Ils sont plus cloud-anthropiques, mais c'est vrai qu'il y a, mais même ils peuvent payer des licences, mais ça ne veut pas dire pour autant que effectivement ils ont réussi à faire, ils ont commencé avec des cas d'usage, mais est-ce que ça s'est transformé réellement en gain de productivité? Pas encore. C'est ça l'enjeu. L'enjeu des 10 prochaines années, c'est le gain de productivité. Et elle dit, il y a un risque de bulle, elle le dit, une inflation il y a une inflation des valeurs technologiques. Et ce qu'on se disait juste avant de rentrer, ce qui est là, on a vu dans les papiers, maintenant, toutes les big tech, les Google, sauf Microsoft, font de la dette. De la dette pour financer l'IA. C'est-à-dire de la dette pour financer un actif qui n'a pas encore de revenus. Alors qu'ils ont les moyens de le financer. Ils ont les moyens de le financer. Et mon camarade disait, ça ressemble à des subprimes. C'est-à-dire de la dette et pas de revenus en face, c'est dangereux. Donc elle fait très attention à ça. Et ce qu'elle dit, c'est qu'effectivement, il faut adopter pour des gains de productivité. Parce qu'en attendant, on construit des data centers. Déjà, c'est ce qui se passe quand la présidente de la BCE, en fait, c'est l'ancienne présidente du FMI. Tu obtiens ce genre de truc. Tu vois, c'est génial. Arrêtez, essayez pas d'avoir de la techno en Europe, mais déployez un peu avec ce qui existe déjà. Ah, c'est américain. Bon, vous savez quoi? Bon, allez, Non, mais sérieusement, ça me fait rêver. De 2, déployer un peu partout. Ça te fait rêver ou ça te fait halluciner? Non, mais c'est dans le sens ironique du terme. Mais le deuxième truc, c'est déployer partout. Tu vois, parce que Click 3 déployer l'IA dans tous les secteurs. Et merci Christine Lagarde. Je veux dire, moi, je n'ai aucune envie. Alors déjà que l'Europe et Christine Lagarde, je pense que s'ils veulent s'appeler pour limiter la régulation, il n'y a pas de souci. Mon avis, ils ont leur numéro de téléphone. 1. 2, son avis sur comment être les champions de l'IA, vraiment, j'en ai rien à faire. Et de 3, en revanche, si elles veulent mettre en place des conditions financières qui nous permettent d'investir. Oui, c'est plutôt dans son rôle de BCE. Mais justement, fais ça. Je veux dire, nous embête pas avec la vision de la productivité, de à quoi sert l'IA. Je veux dire, c'est pas ton problème et tu connais rien. À la place, je veux dire, crée un cercle vertueux économique si c'est possible, si dans ton pouvoir. Et si c'est pas dans ton pouvoir, donne pas d'interview. Je rejoins ce que dit Clément. Le job de Christine Lagarde, c'est quoi? C'est de faire de la macroéconomie. Donc, en clair, mettre les conditions de la croissance pour l'Europe. Ça, à la rigueur, c'est son job. Ok, pourquoi pas. C'est son job. À partir de là, elle est agnostique. Donc, en gros, elle dit, il y a des trucs qui existent aujourd'hui. Donc, les gars, c'est bon, vous cassez pas la tête. Prenez l'existant et puis on va développer là-dessus. Ce qui n'est absolument pas une vision souverainiste de l'Europe, donc qui est, on va dire, c'est 2 modèles qui s'opposent. En gros, la patronne de la BCE dit faire de la production, il faut faire plutôt il faut faire de la productivité par le biais de la macroéconomie. Ok, pourquoi pas. Et de l'autre côté, quand même, la Commission européenne aujourd'hui qui se pose plein de questions sur la souveraineté, etc. Et donc déjà, moi, ça m'embête un peu qu'il y ait 2 trucs qui partent, l'Europe part dans 2 sens différents. Ça m'embête un poil. Deuxième, la présidente de la BCE, quoi. Oui, ce que je te dis, c'est centrale européenne. Donc voilà, donc là, c'est le premier truc qui m'embête. Deuxième élément, elle pose en creux. Allez, on va quand même rendre un hommage à Christine. C'est que quelque part, elle pose en creux le problème de l'Europe. Un marché fragmenté, incapable d'avoir des directions claires et, on va dire, massives sur des marchés, et surtout des lenteurs, oui, c'est vrai, et il ne faut pas se mentir non plus, de la réglementation. Et je pense qu'il en faut, mais peut-être qu'il y en a trop. Donc, elle pose ça en creux. Maintenant, le problème, c'est qu'aujourd'hui, prendre les solutions du moment, ça veut dire prendre les solutions américaines. Et puis c'est plié, c'est fini, quoi. Donc, quelque part, je sais pas, moi, ça me donne l'impression de me dire, mais on se tire une balle dans le pied ou on veut construire quand même un truc sur le sujet? Après, moi je retiens ça d'il y a 15 jours, c'est Deutsche Telekom qui s'allie à Nvidia, qui s'allie à SAP, et voilà, plateforme verticale, et on va voir tous les industriels allemands.
On leur dit, maintenant, les gars, si vous voulez de l'IA, nous, on vous l'a fait à bon prix. Et comme vous êtes client SAP, ce sera encore mieux, parce que tous les industriels sont à peu près tous chez SAP. Et je trouve ça plutôt intelligent. Mais la démarche cool est de se dire, on va s'allier à des industriels, entre guillemets, de la tech, comme en gros, il y a à peu près que SAP en Europe. Mais le truc, c'est, au moins, dans cette démarche, si on dévie un peu sur cette partie-là, la partie, on va s'appuyer sur le secteur privé plutôt que le secteur public et essayer de créer des champions à partir de rien du tout, m'intéresse. Là, pour le coup, dire on va créer les conditions pour que, économiquement, une sorte d'émulation autour d'entreprises privées, plutôt que d'essayer de mettre la main mise avec des entreprises à moitié nationalisées sur des projets qui n'ont aucun sens. Moi, le seul truc que j'attends de l'État, c'est donner de l'argent via de la commande publique, limiter la régulation, en tout cas en interne en Europe, pour qu'on puisse développer nos trucs, et après, laissez-nous tranquilles. Et puis, jouer un écosystème au moins européen à 4-5 pays, quoi. Ça serait... Et puis, réduire l'Europe. On a toujours essayé ça. Et ça n'a pas marché, je pense. 6 pays, y aller en profondeur, pour 27 et y aller en profondeur. Mais tu as des théories différentes des 3 cercles avec les pays historiques, etc. Moi, le truc qui pose question quand même dans ce qu'elle dit, là, Christine Lagarde, parce que je pense qu'elle dit un truc, mais elle ne donne pas les clés, quoi. C'est on doit développer l'adoption de l'IA. Mais j'ai pas l'impression qu'elles sont en retard, l'adoption de l'IA. Non. Je sais pas. Non, mais dans l'absolu, ça déroule. Non, il se passe. Il n'y a pas énormément de retard dans la mesure où personne n'est trop en avance. Voilà, c'est ça. Le problème, c'est que le niveau de la fin, c'est-à-dire que dans 10 ans, je veux dire, il y a une raison. Le PIB par habitant des États-Unis et de l'Europe était identique en 2000 et aujourd'hui, il est 2 fois supérieur aux États-Unis. Boeing s'est pété la figure, comme nous, l'industrie s'est pété la figure. General Motors va pas spécialement bien. La seule différence, c'est la tech. Là, quand on a ce discours-là, qu'est-ce qu'on dit ? On dit on va les laisser encore faire x2 et puis nous, on utilisera leurs produits. Et comme ça, Renault, ils resteront Renault. Bon, eh bien, messieurs, on va... Voilà, en tout cas, on a commenté ce qu'a dit Christine Lagarde. On va continuer à regarder. Merci à Christine. En Europe. Et on va parler musique dans un instant avec les startups, des DIA qui viennent un peu bousculer tout ça. On a Deezer et Spotify qui se rebellent contre Apple. Ceux qui sont passés par Apple paierait leur abonnement trop cher. Et puis on parlera d'un petit robot humanoïde. On aime bien avoir toujours cette petite note à la fin de Tech & Co. Allez, on se retrouve dans un instant avec The Debriefer. Restez avec nous. On est ensemble pour le débrief jusqu'à 20h30 et pour Tech & Co la quotidienne jusqu'à 21h. Et bien entendu, les plateformes replay, podcast et sur YouTube. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Allez, on est reparti, débrief de la tech. On est ensemble jusqu'à 20h30 pour la suite de ce débrief et 21h, bien entendu. Tech & Co, la quotidienne. On parlera tout à l'heure des startups dans le monde, des startups dans le e-commerce, à l'occasion de Tech for Retail. C'est aujourd'hui. Et puis, tiens, on recevra un ami de Tech & Co, Frédéric Play. Il travaille dans la Silicon Valley. Sa boîte s'appelait Platform.sh. Elle s'appelle Upsun maintenant. On est dans le cloud. Et il viendra nous donner un peu l'ambiance. Il était au sommet numérique, au sommet de l'Europe, la souveraineté numérique en Europe. Et puis, il vit aux États-Unis. On verra un petit peu avec lui quelle est l'ambiance aujourd'hui. Mais tout de suite, avec Clément David, président de Théodo Cloud, Enguerrand Renaud, directeur de la rédaction de Satellifax, et Damien Douanier, responsable d'innovation de l'école narrative et fondateur de Topos, on va parler musique. Car je ne sais pas si vous avez vu ça, les amis, mais après Universal, c'est au tour de Warner de pactiser avec la start-up d'intelligence artificielle Udio. Alors, qu'est-ce qu'il faut en penser de tout ça ? On se dit que finalement, les majors se disent qu'on ne va pas les repartir dans des combats comme on faisait à l'époque avec Spotify et tout ça. On signe avec eux et puis on va voir ce qui se passe. Ouais, c'est pratique. Oui, mais c'est la leçon de l'histoire. Hein. Tu rappelles, ils se sont battus contre Napster de 99 à 2005 ou 6. Et quand ils ont vu arriver Spotify, ils l'ont pris et ils l'ont fait signer à des conditions léonines à l'époque. Et ce qui existe toujours, ils prennent 70% et ils laissent 30%. Ils ont capitulé devant iTunes. Ils ont capitulé devant iTunes. Mais enfin, c'est quand même Spotify qui est quand même le leader. Ils ont toujours les conditions. Ils avaient même pris du capital à ce moment-là, et ça vaut maintenant extrêmement cher, puisque Spotify vaut 2 fois ou 3 fois Universal. Donc ils se disent, voilà, la prochaine vague, la prochaine plateforme, le prochain Spotify, parce qu'il faut quand même voir,
ce que c'est aujourd'hui sur les plateformes. Udio, je rappelle, c'est de la création musicale par IA. Voilà, non, mais ils vont dans les accords. C'est ça qui est intéressant. Ils vont créer une plateforme. D'accord ? Donc, ils vont officialiser, disons, un petit peu la création de musique. Mais ce qu'il faut quand même voir, c'est la vague. C'est la vague de musique. C'est aujourd'hui, il y a, c'était le patron de Deezer en France qui disait, Alexis, qui disait, il y a le nombre de morceaux IA par jour qui est téléchargé, uploadé sur la plateforme, multiplié par 3 en 6 mois. On est à 40 000 par jour. Je crois que c'est un tiers. Hein. Ouais. C'est pas encore un tiers, c'est 20 et quelques %, mais surtout, et c'était ça, il a fait un sondage, 97% des Français sondés ne font pas la différence entre la musique IA et la musique non IA. Il y a un groupe qui était vraiment en tête des charts américains de country. Donc, alors c'était pas Velvet Underground, c'est un autre groupe qui s'appelle Break Rust, spécialiste de la country. Mais non, mais Fred nous étonne tu vois, la country aux États-Unis, c'est quand même quelque chose. Et bien, ce groupe-là, ils sont en tête. Mais ça, c'est exactement. C'est-à-dire que là, ils se disent bon, on peut plus, on peut pas mettre de barrière. C'est une espèce de raz-de-marée. Donc, essayons de faire en sorte que, en fait, leur obsession depuis Napster, c'est de remettre les majors, les majors, dans un marché légal. D'accord ? C'est ça. Ce qu'ils n'ont pas pu faire avec Napster, ils auraient pu le faire au lieu de taper dessus. Ils auraient c'est peut-être la leçon. Eh bien, c'est la leçon, c'est exactement ça. Ce qu'ils ont fait avec Spotify, ils le font avec Udio. Le seul problème, c'est que j'ai la sensation que c'est encore les artistes qui vont se retrouver la dernière roue du carrosse. Pardon. Pas les plus gros. Alors déjà, il y a deux choses. Même quand on est passé au streaming, les artistes. Bah oui, déjà. Aujourd'hui, sur Spotify, ils touchent moins qu'un passage radio. Ils gagnent pas leur vie avec un Spotify, hein. Donc même les plus gros. Donc si tu veux, c'est déjà le premier là. Parce qu'ils font les concerts, ils vendent. Non mais attends, les gens vont de moins en moins aux concerts parce que le prix. Attends, t'as vu le prix des concerts augmente. Il y a de moins en moins de festivals. Il y a donc ils demandent de plus en plus d'argent. Pour les tournées, même à 80 ans. Non mais c'est vrai. Si tu veux, tu as un problème aussi. Tu as une économie globale qui est en train de changer. Tu as une économie globale qui est en train de changer. Pour revenir au sujet de l'IA, d'abord, il y a un truc qu'il faut bien distinguer. Quand on parle d'IA et de musique, il y a deux manières de voir les choses. Il y a la manière de je copie-colle une musique à la manière d'eux, et en gros, c'est une inspiration faite par une IA. Et puis, tu as aujourd'hui, moi je connais des copains qui ont fait ça, qui utilisent l'IA pour vraiment créer un truc qu'ils n'auraient pas pu créer, parce qu'ils n'avaient pas l'orchestre, ils n'avaient pas le studio, ils n'avaient pas ça, et ils ont créé un vrai morceau. Dans ce que tu disais sur le groupe qui a gagné, j'ai un copain musicien qui me disait, c'est travaillé quand même. Tu sens que c'est travaillé, tu sens que c'est pas juste un truc, ils ont prompté un truc comme ça. C'est travaillé. Donc il y a cette question-là de la place de l'IA dans la création musicale. Ça, c'est un premier point. C'est déjà utilisé. Et c'est utilisé, c'est comme dans le cinéma, c'est déjà utilisé. Et c'est un merveilleux outil. Là, c'est la vague des morceaux 100% IA promptés à la vague. Alors voilà, le truc, c'est qu'après, moi, la question que je pose, c'est est-ce qu'un artiste qui a signé chez Warner, est-ce qu'il doit donner le droit ou pas que Warner donne le droit qu'on s'inspire de sa musique? La vraie question, elle est là. Ou est-ce que c'est Warner qui a le droit? Ça dépend qui a les droits du catalogue. Voilà, qui a les droits du catalogue. Donc si un artiste a signé chez Warner, il n'a pas le droit du catalogue, c'est-à-dire qu'en gros, on pourra dupliquer ses musiques à l'infini, ou dans l'esprit d'eux, versus celui qui va le maintenir. Donc la question, elle va être là aussi. Qui a le catalogue? Et tu vas avoir des artistes qui vont vouloir récupérer leur catalogue. Alors après, il faut quand même différencier deux choses. Il y a Taylor Swift, là. Par exemple. Taylor Swift. T'as deux choses. T'as Taylor Swift qui a récupéré pour maîtriser, mais t'as tous les autres. Mais qui a même reproduit. Les Bruce Springsteen, Bob Dylan est mort, qui ont vendu leur catalogue aux majors dans leur fonction, ce qu'on appelle publishing, mais aussi à des fonds d'investissement qui ont racheté énormément. Ils les ont vendus 500 millions, 300 millions, 400 millions. Et en fait, ils ne sont pas idiots, parce qu'ils ont monétisé au moment où le marché décroche. En fait, cette histoire de musique, moi, ça me fait penser au doublage et aux voix des acteurs. Je ne sais pas si vous avez vu, récemment, il y a c'est Michael Caine qui a accepté... Bob Dylan, il n'est pas mort. Hein. Il a 84 ans. Ça va, Fred? Bob Dylan. Léonard Cohen, oui, mais... Et Le Figaro a trouvé que son dernier concert à Paris n'était pas top. Ouais. Voilà, je balance. Qu'est-ce qu'a dit Télérama? Excuse-moi, je me suis... Non, mais je me serais trompé aussi. Moi, je croyais que Léonard Cohen est toujours vivant. Alors sinon, au niveau de la voix et de l'IA, donc...
Voilà, vas-y, Vous me dites, on t'a coupé. Non, mais je t'en prie, on peut faire un apéro si tu veux. Donc, le truc, c'est que. Préciser. Non, on va pas faire. Non, mais le truc, ça me fait penser à ça. Tu as des acteurs, aujourd'hui, c'est Matthew McConaughey et Michael Caine qui, la semaine dernière, ont dit officiellement, on vend nos voix, on donne l'autorisation à Eleven Labs d'utiliser nos voix et de pouvoir les dupliquer. En toutes les langues. Ouais. Donc ça veut dire que demain, tu peux avoir Michael Caine qui va parler en français avec son accent, etc. Donc là, ça touche la question des doublages et tout, mais c'est pas le sujet. Mais on retrouve sur la même chose. Eleven Labs pour le côté de duplication des voix, la musique avec un audio et le catalogue Warner. Donc là, on voit des acteurs ou des acteurs de musique, peut-être même des groupes de musique qui demain vont signer avec Audio et qui diront OK, pourquoi pas. Et donc c'est ça qu'on va voir dans les mois à venir et dans les années à venir, des sortes de possibilités de remixer des choses existantes ou d'utiliser officiellement pour éviter justement tout ce qui a été vécu avec les années de Napster et tout, du piratage. Mais est-ce que c'est pour au final quelque chose de bien ? Je sais pas. En fait, Clément, il y a deux choses. Il faut savoir qu'aujourd'hui sur Suno, quand tu vas sur un concurrent, quand tu tapes un nom d'artiste, on te dit « Ah, désolé, je peux pas reproduire à partir de… » Oui, créer un titre à partir de… Il faut différencier. Le fait de dire je peux reprendre par exemple du Jul, parce que Tammy aime beaucoup de Jul. Complètement. Donc, je reprends Jul, etc. Et en fait, je viens pomper quasiment la voix du mec, ça. Et la capacité simplement à entraîner les modèles à partir des chansons de Jul. C'est deux choses. Il y a quand même une distinction. Tu vois, donc ça, c'est le premier truc. Ensuite, le deuxième truc, c'est que il y a la même chose dans le jeu vidéo en ce moment. Tu as un scandale parce que tu as un jeu vidéo un MMO, je crois, ou un truc comme ça, un truc de shoot, je sais plus, mais qui s'appelle Arc quelque chose, j'ai pas trop regardé. Mais il cartonne, machin, et tout le monde dit ah oui, mais attention, ça détruit du boulot parce que il y a quand même pas mal de choses qui ont été faites via IA. On va se retrouver dans tous les domaines de la correction avec la même chose, qui est l'IA est pour l'instant une porte d'entrée massive à produire de la grosse merde. Tu vois, c'est un truc, c'est que tu as des gens, excusez-moi, à produire de la musique de moindre qualité. Du volume. Un peu souple. Mais pareil comme des vidéos, je veux dire, c'est du grand volume, ça va être, bientôt, ça sera 90% de ce qu'il y aura sur les plateformes. On produit des trucs bas de gamme, parce qu'en fait, n'importe qui, tu nous donnes un clavier, on tape des trucs et on pousse. La vraie question qui va se poser, c'est dans les domaines où c'est utilisé de manière intelligente par des professionnels pour améliorer une expérience où aller simplement plus vite, le jeu vidéo, la bande dessinée, la musique, on va se retrouver en effet avec des créateurs qui vont être mis en difficulté parce qu'on pourra faire aussi bien plus vite et avec une même touche créative. Et en fait, au-delà de simplement de qui on s'inspire pour entraîner les données, il va y avoir la question de est-ce qu'on veut préserver, entre guillemets, des dinosaures. Et moi, par exemple, dans ABD, ça me ferait beaucoup de peine qu'il n'y ait plus d'auteurs. Tu sais, j'aime beaucoup ABD, plus d'auteurs qui dessinent à la main. Avec le festival d'Angoulême. Ouais, c'est mon problème. Mais déjà, on se dit, ils dessinent plus à la main sur du papier. Maintenant, c'est beaucoup sur l'iPad, etc. Bon, c'est dommage. Maintenant, on se dira, en fait, il y a peut-être plus d'auteurs du tout qui dessinent vraiment. Et ça va être vraiment un choix de société que de se dire, est-ce qu'on veut préserver l'humain dans la création, quitte à ce que ce soit un truc quasiment passé, ou est-ce qu'on va se dire, non, c'est l'air du temps, mais il y a des choses qui vont être très belles et très authentiques faites avec l'IA, il va falloir faire un choix. Mais le fait que le fait que les majors signent, parce que il y a Universal, là c'est Warner, c'est quand même qu'elles essaient de reprendre la main. Enfin, elles veulent juste pas perdre de valeur. Oui, elles veulent pas se refaire avoir comme elles ont pu se faire avoir par d'autres acteurs. Et puis ça fait 10 ans qu'ils sont en bras de fer avec Spotify. Vraiment, ça fait 10 ans. C'est vrai que Daniel, alors c'est vrai que les règles sont anciennes. C'est le mode de rémunération des artistes, c'est market-centrique, c'est totalement idiot. Mais parce qu'à l'époque, on savait pas combien. Donc les règles doivent être revues. D'accord. Et donc, et Daniel Ek a essayé Daniel Ek, qui est le fondateur de Spotify. A essayé de limiter le pouvoir des majors en faisant des podcasts avec Joe Rogan, en téléchargeant de la musique libre de droit et beaucoup de country et de la musique. Maintenant, il fait des livres, il fait des livres audio. Donc, voilà. Et donc, ils ont essayé et en faisant ça, en signant avec Audio, les majors. C'est un signal à Spotify en disant attention, très vrai. Oui, on peut contourner, ton business est vraiment en difficulté. Ah oui. D'accord. Moi, je voyais ça beaucoup plus sur ce que tu dis que menace pour les artistes. Non, si on veut, mais c'est vraiment ton business est en difficulté et tu as intérêt parce qu'il y a eu un retournement. Pendant 10 ans, Spotify a perdu énormément d'argent. Maintenant, il commence à les managers se disent, mais ça aurait dû être nous qui aurions dû créer le Spotify. Ils l'ont fait, il y a eu des plateformes, rappelle-toi, à l'époque, ça n'a jamais marché. Ça n'a jamais marché. Mais là, ils sont en train de dire à Spotify, attention,
ton métier, il va pas. Et surtout, on préfère investir dans le futur peut-être Spotify et on l'aura à notre main. Exactement. Que à nouveau cette fois-ci être la cinquième roue du carrosse et à chaque fois on se fait avoir par du iTunes, du Spotify. Il y a un dernier élément. Ils sont très bons. C'est ça, c'est le message. Je sais plus, j'ai interviewé quelqu'un cet après-midi là-dessus. Il me dit c'est le message à t'envoyer aux plateformes. L'IA musicale arrive, préparez-vous. Oui, mais c'est ça. C'est ça. Mais ça va être vrai. Ils sont submergés. Allez, un dernier mot là-dessus. Ouais, un dernier mot pour conclure. Musique, hein, C'est quand même ce qui est en jeu aussi, c'est de voir le modèle économique de ces plateformes. C'est que c'est quand même ce modèle, et je prends aussi Netflix, etc. Pareil, où on a réussi à faire sortir toute une génération de Clément David de l'île de l'égalité. Moi, j'étais chargé sur LimeWire à l'époque. J'ai même une lettre d'Adopi. J'en ai une. Je suis très content. Donc, tu l'as encadré. Je l'ai gardé pour la revendre. Et le truc, c'est on a réussi à faire payer des gens pour un truc qui avant était gratuit. Ça, c'est très bien. Ça, c'est quand même très bien. C'est quand même extraordinaire, alors que tout le monde avait un peu abandonné, et on s'était dit, qu'est-ce qu'il peut avoir ? Oui, mais une bonne de mieux que gratuit. Oui, mais une bonne expérience utilisateur, etc. Bon, bref. Ça veut dire que c'est quand même on continue à augmenter les prix. Là, on s'est abonné à 8 €, on est à 15 € maintenant parce qu'il y a l'abonnement. Après, c'est l'inflation, tu vois, si seulement il n'y avait que ça. Mais je veux dire, le truc, c'est, là, on va voir comment ce fragile équilibre se maintient, mais il est possible qu'on reparte dans un truc tout aussi bordélique pour d'autres raisons que ce qu'on a connu dans les années 2000. Alors, autre bazar aussi, pour reprendre bazar. Alors, tout à l'heure, j'ai dit que c'était Deezer et Spotify. Non, Léa Benaïm m'a corrigé. Léa Benaïm qui produit l'émission. C'est des consommateurs. Hein. Ce sont des consommateurs qui accusent tout simplement Apple de surfacturer les abonnements à Deezer ou Spotify. Ce serait de l'ordre de 3 €, 30% si on a un abonnement à 10 €. Et donc, ils mènent un peu cette bataille. Alors, on l'a déjà vu dans d'autres domaines. Comment il faut voir ça selon toi? En fait, ils découvrent la dîme Apple, en fait. Il se passe quoi, là? C'est un peu l'impression. Non, parce qu'en fait, l'histoire, oui, c'est les 30%. En fait, c'est les consommateurs qui, d'un coup, ils commencent à dire attends. Il y a toujours eu, pour les marques qui ont conservé un abonnement par l'App Store, et il n'y en a pas beaucoup, effectivement, ils répercutent les 30%. Parce que Apple prend sa dîme, donc par conséquent 30%, voilà. Et si tu vas sur leur site web, tu l'as à moins cher. Enfin, Netflix a arrêté de faire des abonnements par rapport à l'App Store pour ça. Quasiment tout le monde a arrêté, hormis Spotify qui a ferraillé pour justement faire sauter cette truc-là. Ça a duré. C'est quand même un des procès les plus. Mais je pense qu'il y avait une question aussi d'anti-concurrence derrière avec Apple Music en face. Exactement. C'est effectivement Daniel Ek, toujours lui, ne voulait pas être sous les fourches codines d'Apple, c'est-à-dire c'était la double peine. Hein, c'était on te prenait 30% sur ta marge, alors qu'il n'en avait pas, et 2, tu n'avais pas la possibilité de le faire souscrire en dehors de ça. Donc ça, quand tu possèdes un iPhone. Et donc c'est quand même assez compliqué. Il a fini par gagner. Ça a duré, on ne sait plus à vérifier, mais 4-5 ans. Mais derrière, je pense qu'il y avait une question aussi de position concurrentielle ou anticoncurrentielle de la part d'Apple Music, etc. Oui, donc Apple a capitulé. N'oublions pas qu'Apple a aussi son service Apple Music. Donc, est mieux intégré, etc. Donc ils ont laissé tomber. N'empêche qu'aujourd'hui, oui, tu peux t'abonner par Internet, ça te coûtera moins cher. Donc je comprends pas très bien de l'histoire. Enfin, je la comprends pas. Je vois bien la logique de la demande qui est faite, de la class action. Ce qu'ils aimeraient, c'est qu'ils soient réindemnisés. Ils soient indemnisés pour l'argent trop dépensé. C'est énorme. Hein. C'est pour ça qu'ils ont monté ça sous forme de class action, parce que justement. Le nombre d'abonnés. Non, ce qui est toujours surprenant, c'est pourquoi ils ont déclenché ça un jour. Pourquoi ils l'ont pas déclenché il y a. Ils auraient dû venir en soutien de la plainte de Spotify en disant effectivement, parce qu'à la fin, qui est-ce qui paye? C'est toujours le consommateur, toujours. Enfin, c'est les 30% de la dîme Apple, elle est soit on la prend sur sa marge, soit on la fait payer au consommateur. Il n'y a pas 25 solutions. Tout ce qui est DMA, ça ne va pas mettre de l'ordre un peu dans tout ça? Tout ce qui est DMA. Pour des droits. Parce que l'Europe a aussi attaqué Apple et fait payer Apple qui est en appel, je crois, 1,8 milliard d'euros sur la position dominante sur la musique, sur le marché de la musique. Donc effectivement, il y a aussi des attaques de l'Europe. Mais donc effectivement, s'il y a les plateformes, s'il y a le régulateur et s'il y a le consommateur qui se réveille un peu tard, tu as raison, un peu tard,
Et puis il y a aussi des acteurs Ouais, il y a aussi des acteurs, notamment du jeu vidéo, mais pas que, qui ont reproché justement ces dernières années à Apple de dire ça va les gars, 30% depuis le temps, c'est bon, on va arrêter là, parce qu'au début la raison officielle c'était on couvre tous les coûts de gestion, etc., de sécurité. Voilà, tout ce qui va avec. Vrai ou pas vrai, le fait est qu'aujourd'hui il y en a beaucoup qui disent bon voilà ça va, vous les avez amortis les 30%, donc il y a aussi ça. Donc il y a quand même globalement on pousse aujourd'hui, Apple est acculé sur cette notion de le pourcentage de marge qui est pris. Est-ce qu'il va devoir le revoir à la marge? C'est peut-être là, c'est que les consommateurs ont senti qu'il y avait une petite fenêtre de tir, la fenêtre commence à s'ouvrir. C'est pour ça qu'il dégaine. Clément, toi, ton avis sur... Moi, mon avis, alors on a à peu près dit tout ce qu'il y avait à dire sur la partie, vraiment, les mecs découvrent, ils n'ont pas ouvert un journal depuis. Non, mais le vrai truc, c'est... mais là, ils sentent peut-être qu'il y a une petite porte qui s'ouvre, là. Ah bah qu'ils aillent chercher 30 centimes. Non, pardon, c'est mauvais esprit. Non, le truc, c'est dingue comme, en fait, on ne parle d'Apple que dans des trucs un peu moisis comme ça. C'est-à-dire qu'on cite soit leur nom à la sortie d'une keynote sur l'IA pour dire qu'elle a été décevante, soit dans ces espèces de combats qui sortent un peu des années 2020, actuellement, 2015. Ils font des trucs super à côté de ça. C'est un avis. Non, mais voilà, Sinon, il y a Tim Cook qui va peut-être partir l'année prochaine aussi. Ouais, on peut en parler, c'est sûr. Ça, on peut en discuter. Voilà. Non, mais voilà, c'est le FT qui avait sorti la fois a dit oui, on a peut-être tiré un peu tôt. Non, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une discussion. Bien un jour, mais un jour. Là, au moins, ils sont ça fait longtemps qu'on n'a pas eu sur ce plateau. Je veux dire, il y a 3 ans, on parlait d'Apple un jour sur deux. Je veux dire, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une discussion sur la vraie vision d'Apple et sur ce qu'ils essaient de construire, plus que sur des news comme ça. On en parle quand il y a les keynotes. La vision pro. Et puis quand on parle de cette vision IA qu'on aimerait bien ouais, mais à chaque fois on conclut qu'on l'attend, quoi. Non, mais c'est intéressant ce que dit Clément. Tant que Apple était intouchable, ils le sont toujours, globalement. Ils le sont toujours. Les consommateurs disent je suis chez Apple, bon, a priori, si on lui prélève 1 à 3 euros, mais ça commence à faire beaucoup si c'est 1 à 3 euros par mois. Là, maintenant que Apple est moins sur son piédestal, effectivement, il s'engouffre peut-être et il se dit il y a peut-être un peu d'argent. Mais c'est vrai que les 30% qui sont prélevés sur tous les services payants dans l'App Store, c'est le métier avec des marges stratosphériques pour Apple. C'est clair. C'est stratosphérique. Tu sais, quand on voit les résultats à chaque fois, ça pourrait être une entreprise, elle ferait partie de Fortune 500. Non, mais ça, c'est sûr qu'il y a une culture de la marge qui est extraordinaire. Alors, messieurs, on va terminer. Il nous reste encore un petit peu moins de 8 minutes pour parler de robots humanoïdes ou semi-humanoïdes. Alors, c'est une start-up américaine qui s'appelle Sunday, qui a présenté Memo. C'est un robot semi-humanoïde conçu pour les tâches ménagères. J'ai vu tout à l'heure qu'il y avait aussi un nouveau robot humanoïde aussi qui allait sortir en Europe. Alors là, on voit il est semi-humanoïde, c'est-à-dire qu'il est monté sur une espèce d'axe, alors sans doute avec des roues et tout ça. Il a l'air très sympathique. En tout cas, dans le mouvement, je pense que c'est ça qui va marcher plus que les robots avec 2 pattes. Après, bon... une moustache, on dirait Mario. En gros, c'est un aspirateur, c'est une base d'aspirateur sur lequel ils ont mis un machin qui monte, qui descend. Donc, vous, c'est quoi votre regard justement sur ces robots domestiques plus ou moins humanoïdes? Alors, déjà, gros moment nostalgie. Quand j'étais petit, mon papa, avant de dormir, me lisait Caroline et ses amis. Je sais pas si vous dit un truc avec... c'est une petite blonde qui se... avec plein d'animaux. Plein d'animaux. Il s'appelait Boom, Youpi, Pouf, Noiro, machin. Bon. Et il y avait un épisode sur... elle avait un robot. Ça s'appelait Caroline et le robot, mais c'est sorti dans les années peut-être 70 ou 80. Et Caroline et le robot. Et à la fin, le robot était triste de faire les tâches ménagères, donc il était inclus. Il allait jouer avec tout le monde. Bon, c'était super. Ce qui est impressionnant, c'est que contrairement, c'est une entreprise américaine, mais il y a 2 choses. La première, c'est que on retrouve dans ces entreprises qui sont un peu comme chez Plod, qui sont mi-hardware, mi-software. Plod, c'est les petits boîtiers où tu les poses là, ça te... Bon, ça te résume tout ce que j'ai dit. Powered by IA. Exactement. Ces boîtes qui sont à la fois software et hardware, on retrouve souvent des fondateurs qui ont exactement le même profil, et c'est encore le cas là, à savoir diaspora chinoise, Stanford ou MIT. Ouais. Ensuite, passage chez Tesla ou DeepMind, etc., ou Meta. Et ensuite, lancement d'une startup mi-hardware, mi-software, ce qui est exactement ce modèle. Et c'est assez impressionnant de voir que c'est un schéma, il faudrait qu'un jour on se penche dessus, mais c'est un schéma ultra répétitif. Ensuite,
Ce qui est là impressionnant, c'est qu'on le dit toujours, quand on voit une démo d'un robot, on se dit oui, mais c'est dans un environnement maîtrisé, c'est pas ce qu'on appelle dans un environnement chaotique. Donc il n'y a pas d'objets, les trajectoires sont prévues, il n'y a pas d'incertitude, il n'y a pas d'objets qui traînent, etc., etc. Là, manifestement, ce qui est promis et ce qui semble avoir été officiellement démontré, ils ont fait 20 démonstrations publiques sur lesquelles il y avait des verres, des choses comme ça à mettre dans la vaisselle. Apparemment, ça marche. Le seul problème, c'est que pour l'instant, ça coûte 20 000 € à produire. Mais après tout, c'est la première version. Ça a divisé par 2 dès que tu auras des économies d'échelle. Mais on a vraiment dans la robotique un gap, un peu comme il y a un mythe de l'intelligence générale, l'intelligence artificielle générale dans l'IA, où on se dit ce jour-là, on aura franchi un cran. Dans la robotique, le côté être capable de faire des choses en environnement chaotique de la vie quotidienne, c'est censé être pour l'instant, pareil, une barrière difficile à franchir. Si c'est vraiment le cas, c'est très, très, très impressionnant. T'es sûr qu'il n'était pas téléopéré, le robot que tu as vu, enfin les exemples qu'ils ont fait? C'est comme, c'est quoi, c'était Néo Robot? T'avais quelqu'un derrière qui était à distance. Alors attends, c'est une voiture télécommandée en fait? Non, ça semble, c'est aux États-Unis. C'est aux ces robots. Alors, robots manuels, oui, mais ménagers. Non, mais attends, quand je disais l'histoire de l'aspirateur, je rigole à moitié. Quand je dis le robot Roomba, c'est le premier robot dans ta maison. Je veux dire, le truc, il cartographie ta baraque, et puis après il y va, et il tourne. Donc c'est un robot. Là, ils ont rajouté, si tu veux, la dimension, il y a des bras, et voilà. Mais on est dans la mécanique, dans une logique 3D aussi. Hein. Oui, mais je veux dire, on est dans une logique de l'étape d'après, de finalement, c'est pas un truc qui fait que aspirer. Là, il aspire pas, mais déjà, il va avoir cette logique de faire des choses. Bon, déjà, moi, ce qui me gêne toujours, c'est que c'est toujours en accéléré, les images. Donc, je serais curieux de voir en vrai ce que ça donne. Parce qu'en général, c'est un peu lent. Il y avait un test. C'est François qui présentait un soir, il y avait un test avec un robot pareil qui lui pour le côté humanoïde, je crois qu'il remplissait le lave-vaisselle à la vitesse d'un adolescent. Quoi. Tu vois, il prenait tout son temps. Ça dépend quel adolescent. Il y a des adolescents qui remplissent pas du tout. Alors, lui, il le faisait, mais enfin, c'était. On propose 5 minutes, vous partagez tout ça, vos souffrances. Non, mais l'idée, en fait, tu le disais, c'est un fantasme de science-fiction. Ouais. C'est le robot de Planète Interdite, c'est tous ces robots-là qui sont au service de l'humain. Et c'est toute cette fantasmatique qu'on essaie de faire rentrer dans la maison. Pourquoi pas? Moi, je pense que c'est pas prêt pour l'instant. Non, mais on est d'accord. Moi, je ne le vois pas se promener. Alors, je vois effectivement le robot aspirateur, mais sinon, j'aurais bien plein de bras. C'est-à-dire, sur ton plan de travail, tu as plein de bras. Tu as des bras qui vont rattraper comme la chose. C'est ça, tu as plein de choses. C'est un petit peu ça. Mais ça, j'y crois plus qu'un robot qui se promène partout. Je sais pas ce qu'ils vont en Europe. Au printemps, quand à Vivatech, Jensen Huang est arrivé et il était avec son petit robot. Et effectivement, il faisait la démonstration, ce que tu dis, la difficulté, c'est quand on est effectivement dans une pièce fermée avec un sol plan, on arrive encore un petit peu à maîtriser, mais dès qu'on va sur de la terre, dès qu'on va sur du sable, dès qu'on va sur... On a vu une vidéo d'une photo dans un appartement avec un miroir. Et il faut dans un environnement un tout petit peu plus compliqué, c'est pas encore prêt. C'est vrai que l'appart est bien rangé. Là, c'est propre. Est-ce que tu as déjà vu un plan de travail comme ça en cuisine? Mais sérieusement, ça ressemble pas à ça. Non, mais moi, si tu veux, la question que je me pose à nouveau, c'est là, on fait rêver le grand public. Est-ce que l'usage, à nouveau, il n'est pas B2B dans un premier temps? Tu vois, tu prends des robots français comme Enchanted Tools, l'ancien cofondateur d'Aldébaran, qui fait un robot pareil alors c'est une grosse boule qui tourne et qui se balade, et ils vont dans les hôpitaux, et l'idée c'est de servir d'aider par exemple les enfants qui doivent aller en radiothérapie, et les gens ne peuvent pas rentrer forcément prendre une dose, donc c'est un robot qui va l'amener. Je trouve ça génial, et il raconte des histoires et il rassure l'enfant, et le truc il est tout mignon, et Miroquai, on dirait des animaux qui sortent de la forêt enchantée. Tu as aussi d'un même ordre d'idée, tu vas avoir cette logique d'avoir qu'on appelle des robots B2B qui vont t'aider à, toujours Miroquai, qui vont faire, donc qu'est-ce qu'ils font comme autre usage? Aider les personnes âgées, par exemple, ou leur faire de la gymnastique, etc. Là, je vois un vrai usage, et dans un univers qui finalement est codifié, cohérent, et ça fonctionne. Ça, je pense que c'est vraiment le fantasme de se dire, dans un univers complètement chaotique, on verra bien ce qui va se passer. Moi, je sais pas si on en est encore. Et est-ce qu'on en veut? Je sais pas. Vraiment, je me pose la question. Allez, vous êtes un dernier mot. Moi, j'ai peur que ça fasse l'effet Alexa, tu vois. Ça avait l'air bien, mais en fait. Tu l'auras chez toi, puis un jour, il sera au fond du placard. Le robot aspirateur, il y en a quand même beaucoup au fond du placard. Je pense. Moi, je veux qu'il nettoie les poils de mon chat, c'est le seul truc que je demande. L'appel est lancé à la start-up qui s'appelle Sunday, c'est ça? Oui, c'est ça, Sunday.
messieurs. Merci à tous les trois. Clément David, président Théodo Cloud, Enguerrand Renaud, directeur de la rédaction de Satellifax, Damien Douanier, responsable de l'innovation de l'école narrative et fondateur de Topos. Messieurs, merci. À très bientôt pour un nouveau débrief. Demain soir, ce sera François qui sera là avec d'autres débriefeurs. Mais nous, on reste ensemble. On a encore plein de choses à raconter, des startups dans le domaine du retail. On va parler aussi des États-Unis, un peu l'ambiance là-bas. Et puis vous allez voir, on a plein de nouveautés. Mais dans un instant, c'est Léa Benaïm qui nous rejoint à la une de la tech. Tout ce qu'il faut retenir de l'actu tech de la journée, c'est tout de suite. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, Tech Flash. Allez, le Tech Flash tout de suite avec Léa Benaïm, tout ce qu'il faut retenir de l'actu tech de la journée. Bonsoir Léa. Bonsoir Fred et bonsoir à tous. À la une, c'est un début prometteur pour la nouvelle application d'Alibaba Qwen AI. Plus de 10 millions de téléchargements en seulement 7 jours. Alibaba profite de l'absence de ChatGPT en Chine pour s'imposer avec une super app sur le modèle de WeChat comme son concurrent Tencent. À la bourse de Hong Kong, le titre a bondi de 5% après l'annonce. Et toujours du côté de la Chine, les taux se resserrent autour de DJI aux États-Unis. Le Congrès doit se prononcer dans un mois sur une possible interdiction du fabricant de drones sur le sol américain. Un audit doit être réalisé d'ici là, mais faute de temps, la procédure sera sans doute un échec. Si la mesure est votée, aucun nouveau produit DJI ne pourra entrer dans le pays. Et puis dans l'actualité du streaming musical en France, c'est une association de consommateurs qui lance une action de groupe contre Apple. Et oui, selon eux, les abonnements souscrits depuis l'iPhone ou l'iPad sont plus chers que ceux achetés directement sur le site, jusqu'à 3 € par mois de différence. L'organisation accuse également Apple d'un manque de transparence sur l'existence de ces offres moins chères. Elle demande aujourd'hui aux géants américains d'indemniser les utilisateurs ayant payé leur abonnement via l'App Store entre 2011 et 2025. Également, dans l'actualité, Tesla tente un coup de force pour faire avancer l'homologation de sa conduite autonome en Europe. Le constructeur appelle carrément ses utilisateurs à faire pression sur les autorités. Sur le réseau social X, Tesla accuse l'Europe de maintenir des réglementations obsolètes qui rendraient son système illégal dans sa forme actuelle. Et enfin, un robot entre au Guinness des records. Il s'agit d'un humanoïde conçu par Agibot, une entreprise chinoise basée à Shanghai. Son exploit, il a parcouru plus de 100 km à pied en 3 jours et ce sans s'arrêter. Une performance validée comme la plus longue distance jamais réalisée par un robot bipède. Et pour finir, je vous donne rendez-vous sur la chaîne YouTube de Tech & Co pour un multijoueur, votre émission jeux vidéo présentée par Mélinda Davansoulas. Et cette semaine, on revient sur l'événement de la semaine dernière, les nominations au Game Award. Et avec une fierté française, le studio français Clair Obscur est nommé dans 12 catégories. On écoute tout de suite un extrait. C'est un peu le phénomène de cette fin d'année, même de l'année 2025. C'est vrai que c'est un phénomène qui a surpris tout le monde. Et là, de les voir vraiment prendre les Game Awards, comme ça, prendre toute la couverture médiatique, c'est quand même une belle récompense. Et c'est vrai que le résultat final, quand même, il est attendu. Mais voilà, ça fait plaisir de voir un jeu comme ça, surtout un jeu français, qui n'est pas non plus un énorme blockbuster, vraiment prendre le devant au Game Awards, une cérémonie qui met vraiment d'habitude en avant les jeux les plus énormes. Donc ça fait plaisir. Ouais. C'est vrai que 12 pour lui. Derrière, il y a les 2 mastodontes de PlayStation. Carole, t'es plus surprise par le 12 tout seul ou par les 7 de Death Stranding et Yotei derrière ? Alors franchement, je suis pas surprise du tout par tout ce que j'ai vu lors du reveal des nommés. Pas surprise de voir autant de place pour Expédition 33. Et c'est intéressant ce que tu dis, Pierre, parce que c'est d'ores et déjà une reconnaissance d'être autant présent dans toutes ces catégories. Voilà, le studio français Clair Obscur dont on parle beaucoup, 12 nominations dans 12 catégories. Et bien entendu, pour retrouver cette émission avec Mélinda Davansoulas sur la chaîne YouTube de Tech & Co. Allez, tout de suite, on va parler Tech for Retail, on va parler justement de ces sites, de ces startups dans le e-commerce. Et tout de suite. Tech & Co, la quotidienne, l'invité. Marie-Noël, bonsoir.
Bonsoir. Directrice générale de France Digital. Alors, tu étais aujourd'hui au Tech for Retail, c'était Porte de Versailles, c'est à 2 pas de nos studios ici chez BFM, parce que France Digital, alors, s'est associé, alors il y avait tout évidemment, toutes des démonstrations, des conférences, des expositions autour de la tech pour la grande distribution, pour le e-commerce. Et France Digital s'est associé avec FDJ United, alors que l'on connaissait, c'est l'ex-Française des Jeux, mais FDJ United Ventures, donc le fonds d'investissement dans les startups, pour dresser une cartographie complète des startups françaises du retail. Alors, il y en a 400 à peu près qui ont été... Il y a 400 qu'on a pu répertorier. Voilà, alors c'est quoi le spectre alors, exactement de ces 400 ? Le spectre, alors effectivement, alors nous c'est un exercice qu'on aime beaucoup faire, des cartographies, parce qu'effectivement on compte 16 000 startups en France, et pouvoir s'arrêter spécifiquement sur un secteur, comprendre comment les startups vont le transformer, c'est ce qui nous intéresse. Et donc effectivement le secteur du retail, c'est quoi ? C'est tout simplement l'expérience de vente auprès du client, du consommateur final, et les startups vont agir dans différents domaines, que ce soit effectivement dans votre expérience d'achat quand vous êtes sur un site, mais de manière plus élargie. D'ailleurs j'ai envie de dégager peut-être 3 tendances clés de cette cartographie. Donc on a l'apparition d'agents IA dédiés au shopping, et donc effectivement quand vous allez acheter en ligne, c'est des agents qui vont peut-être transformer l'interface de votre achat en vous recommandant des produits qui vont spécifiquement vous intéresser, en vous recommandant, en comparant des prix, en transformant votre acte d'achat, en l'automatisant, le faisant à votre place. En fait, pour vous, c'est plus confortable. Vous arrivez à la fin avec le produit que vous souhaitez plus rapidement. Donc voilà, il y a cet aspect agent IA. Ce qui est aussi intéressant, c'est que quand vous achetez notamment un produit sur Internet, vous allez généralement faire une recherche sur Google, ce qu'on appelle le search. Maintenant, on sait qu'avec l'IA générative, tout cela est radicalement transformé, puisque vous allez plus simplement taper sur Google ou un autre moteur de recherche, bottes en caoutchouc, imaginons. Vous allez aller aujourd'hui peut-être sur un moteur d'IA générative du type Le Chat ou Perplexity en disant « J'aimerais m'acheter une paire de bottes parce qu'il pleut aujourd'hui, que me conseilles-tu et où est-ce que je peux les trouver ?» Et donc là, en face, vous aurez une réponse qui ne sera pas simplement des liens vers différents sites, mais vraiment une réponse construite pour vous. Et donc l'enjeu d'aujourd'hui, ça va être de savoir passer du SEO, du Search Engine Optimization, au GEO, donc au Generative Engine Optimization. Et donc ça veut dire comment est-ce que vous faites, vous, en tant que marque, en tant que site e-commerce, pour apparaître et être connu de ces moteurs d'IA générative. Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est la difficulté. On le voit tous, on va de moins en moins sur un Google, on va de plus en plus sur ces LLM. Je regardais d'ailleurs, parce que dans Tech & Co Business, demain soir, allez voir, il y a une start-up qu'on reçoit qui s'appelle Webin. Webin, ils développent... en fait, ils sont capables, avec les datas qu'ils récupèrent, ils sont capables de voir ce que l'internaute vient chercher sur un site. Est-ce qu'il vient chercher juste de la comparaison ? Est-ce qu'il vient chercher un produit qu'il veut acheter ? Et auquel cas, le site lui remonte un seul produit. 2 produits s'il il est dans le choix final, ou plusieurs s'il est en train de comparer. Enfin, il récupère tout un tas de data, c'est assez intéressant. Dans la cartographie, vous en trouverez plusieurs. Il y a un Salesforce, par exemple, qui fait la même chose. Là, c'est ça. Donc, dans cette cartographie, on a à la fois le côté consommateur, donc ce que l'on vient de dire, et puis c'est comment l'expérience client personnalisée, les livraisons plus rapides, etc. Mais il y a aussi la partie côté marchand, c'est-à-dire on est dans le B2B, B2B2C. Exactement. C'est tout ce qui est autour de la vente. Et on a aussi des startups qu'on connaît très bien, qui sont des marketplaces marchandes et qui vont elles-mêmes utiliser des outils. Donc, je pense à des back market, à des mano-mano. Mais on a aussi toutes celles qui vont effectivement changer la manière dont on fait du marketing. Je pense à des Brevo pour l'envoi de newsletters et donc effectivement c'est tous les SMS promotion, de promotion, etc. Les SMS. On a aussi toute la partie d'agents utilisés par les plateformes qui vont transformer la manière de vente. Je pense à des iAdvice, par exemple, qui va pouvoir se plugger à des plateformes déjà existantes pour pouvoir recommander des produits à travers un système de chat automatisé grâce à l'IA. Et donc, effectivement, le spectre des startups est assez large et on voit que ça transforme radicalement la manière qu'on a de consommer et d'acheter. Oui, je regardais les startups du retail, chiffre d'affaires généré en 2024, plus d'1 milliard d'euros. 40% de ces startups sont déjà rentables, c'est important de le rappeler. Et le nombre d'emplois créés, c'est 35 000. Je pense que ça traduit bien le dynamisme quand même des startups en France. Donc c'est vrai qu'on a tendance à s'arrêter sur le contexte économico-politique qui est plutôt du mauvais côté de la pente, on va dire, mais néanmoins, les startups continuent d'être effectivement très dynamiques, de créer des emplois, donc 35 000 spécifiquement dans le secteur du retail, et à faire toujours
toujours plus de chiffre d'affaires, avec une croissance pour toutes les startups sur les passés de plus de 16% au niveau du chiffre d'affaires. Alors, Maya-Noël, l'intéressant avec ce mapping, cette cartographie des startups du retail, c'est voir ce qui marche, et puis voir aussi, alors pas celles qui ne marchent pas, parce qu'on espère que toutes vont éclore, mais c'est voir un peu les points un peu de friction. Les points de friction, on en voit deux, c'est 15% seulement sont... sur l'internationalisation, le manque de visibilité, on n'a que 15% d'entre elles qui sont vraiment au niveau international, c'est ça, comme ça qu'il faut lire le chiffre? On peut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide, parce que parmi les startups que j'ai citées précédemment, on a quand même des très beaux succès, à l'instar d'un Vestiaire Collective ou encore d'un Back Market, ou même des entreprises qui, vous le dites, fournissent des services B2B comme un Alma pour les systèmes de paiement. Et donc celles-ci, elles sont déjà à un niveau international. On n'en a pas encore assez, mais j'ai envie de le dire, c'est le cas de toutes les startups en France. Ce qu'on cherche, c'est à conquérir plus de parts de marché. Et d'ailleurs, c'est pas anodin. C'est un manque, pardon, j'interromps, mais c'est un manque d'ambition de départ. On se dit, alors on va commencer par le marché français, on y va, ou c'est un manque de moyens? Enfin, comment on l'interprète? Je pense pas que ce soit un manque d'ambition. D'ailleurs, j'ai un peu rigolé parce qu'en refaisant toute la cartographie, je me suis rendu compte qu'on avait que des noms anglais, quasiment. Ah oui, en plus. Donc en fait, je pense que dès le départ, ces entreprises, elles ont vraiment l'ambition d'être internationales. Et comme tout outil du numérique, aujourd'hui de l'IA générative, ça ne fonctionne en termes de modèle économique que si on passe à l'échelle. Donc non, elles ont cette ambition-là. Maintenant, c'est compliqué pour toutes les startups parce qu'on est sur un marché européen, comme on le dit assez souvent, qui est fragmenté. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'était pas anodin de faire cet exercice aussi avec FDJ United Venture. C'est parce que FDJ United, le groupe aujourd'hui, ont cette particularité quand même de pousser, nous ça fait 9 ans qu'on est partenaire avec eux, de pousser la commande du groupe envers des startups. Aujourd'hui, c'est à peu près de 5% de leurs achats qui sont adressés à des startups. Le sujet de la commande est ultra important. Et nous, à quoi sert ce genre de cartographie? C'est pour aider justement des potentiels acheteurs, grands groupes compris ou acheteurs publics, de se dire, tiens, qu'est-ce qui existe comme solution? Comment je vais pouvoir me transformer? Parce que ça aussi, c'est l'une des autres difficultés du secteur. Donc il y a ce côté internationalisation, manque de visibilité. Et il y a ce côté aussi trouver de nouveaux clients, signer avec des grands groupes. Là aussi, je veux dire, les deux vont avec. C'est effectivement trouver des parts de marché, que ce soit en France en ayant plus de clients, effectivement, sensibiliser déjà à l'échelle nationale, côté privé comme côté public. Et pour l'international, il faut déjà des fonds pour pouvoir partir à l'international. Ça coûte cher d'ouvrir des nouveaux marchés. Et donc, c'est vrai que ça reste quand même le nerf de la guerre de savoir trouver des financements. Mais une fois qu'ils sont trouvés, c'est surtout comment est-ce qu'on fait sur un marché aussi fragmenté que l'Europe pour se développer. Et là, quand on manque de moyens, j'ai envie de dire, une des autres solutions, c'est de pouvoir se consolider, notamment en rachetant d'autres entreprises. C'est le cas des succès que j'ai pu citer. Ils ont réussi à accroître, je pense à un Miracle par exemple, grâce à des rachats. Et donc il est important, aujourd'hui au niveau européen, le sujet de la consolidation se pose. D'avoir cette ambition. Comment est-ce qu'on facilite les opérations de fusion entre entreprises? L'IA, ça devient le moteur du retail aussi. Je crois que 65% des startups, donc sur les 400 référencés par cette cartographie faite par France Digital et par le FDJ United Ventures, ces 65% de ces startups sont créées après 2022. Forcément, après 2022, on pense IA parce que voilà, on a tous vu apparaître... On ne peut pas échapper à la vague technologique dans laquelle on est actuellement. On avait effectivement le Web 2.0, j'allais dire, il y a 10-15 ans. Là, on passe sur une nouvelle génération de startups autour de l'IA générative. Ce qui ne veut pas dire que le reste des startups, les 35 autres %, vont décroître. Je pense qu'aujourd'hui, l'expérience de vente à travers des plateformes continue de s'améliorer. Et d'ailleurs, parmi les tendances, on voit qu'il y a une grosse tendance au social selling. Donc, tout ce qui peut être recommandation à travers des réseaux sociaux, notamment. Donc, le réseau social a sa grande part de contribution à la manière dont on a de consommer, et donc le changement de consommation. Mais l'IA, effectivement, l'IA générative va complètement changer le business de ces entreprises et apporter énormément de valeur, à la fois parce qu'elles vont se transformer en interne. Je pense par exemple à Miracle, avec qui je discutais ce matin, Miracle Connect. Il nous expliquait qu'avant l'apparition de l'IA générative, pour un retailer qui voulait monter sa marketplace à travers Miracle, il fallait compter à peu près 1 mois pour se lancer, le temps de référencer les produits, de les mettre en ligne. Et aujourd'hui, grâce à l'IA générative, ce travail peut passer à 2 voire 1 jour. Donc ça va complètement changer effectivement la manière d'aller avec une forme de vélocité accrue. Et juste une question, Maya, tu disais tout à l'heure, on aime bien faire ce genre de cartographie chez France Digital. Pourquoi ça n'a pas été fait plus tôt avec le e-commerce, qui est pourtant une des secteurs forts? Non, mais on pourrait, effectivement, c'est une question que je me pose souvent. France Digital, c'est l'organisation qui regroupe toutes les startups. Après, il y a d'autres associations plus sectorielles qui font aussi cet exercice. Mais c'est vrai qu'on ne l'avait pas encore fait dans le e-commerce, on l'avait fait dans l'industrie. Donc voilà, c'est une première avec FDJ Venture qui nous l'ont proposé et on va continuer. Voilà, très bien. Bien, merci Maya-Noël, donc directrice de France Digital, d'être venue parler de tout ça. Baromètre, donc j'imagine disponible sur le site de France Digital. Baromètre monté avec l'aide de FDJ United Ventures, le fonds qui suit évidemment, soutenu par FDJ United, qui est l'express
française des jeux. On le précise toujours un peu parce que c'est pas encore rentré totalement dans notre naming. Merci Maya-Noël d'avoir été avec nous. Tout de suite, rendez-vous avec la rédaction de Tech & Co. Tech & Co, la quotidienne, la chronique techandco.com. La chronique techandco.com avec Salomé Ferrari. Bonsoir Salomé. Bonsoir. Bienvenue, journaliste Tech & Co. Alors l'Ukraine, on va parler de l'Ukraine, un sujet plutôt sérieux. D'habitude, on fait un pas de côté. Là, on est vraiment dans le fort de l'actualité. L'Ukraine qui pourrait-elle devenir souveraine technologiquement ? C'est en tout cas l'objectif, alors que Donald Trump vient évidemment de dévoiler son plan de paix pour l'Ukraine. Donc il y a plein de discussions autour de tout ça. Le pays, lui, noue un partenariat, chose étonnante, avec Nvidia. Alors, est-ce qu'on en sait un peu plus sur les contours de cet accord, Salomé ? Oui, d'ailleurs, il y a un objectif assez clair avec cet accord, c'est de doter l'Ukraine d'une véritable souveraineté technologique en matière d'IA. Pour ça, l'accord prévoit de construire une infrastructure locale robuste et surtout de former des spécialistes qui seraient capables de servir aussi bien l'administration que la défense. Alors, le premier projet, c'est de créer un LLM 100% ukrainien. Ce modèle, justement, il serait entraîné à partir... Ils ont des bons développeurs là-bas. Exactement, c'est ça, ils sont assez avancés quand même déjà dans la tech. Du coup, là, le but serait vraiment d'entraîner ce modèle avec la législation nationale et en fait de fournir des services publics via le portail gouvernemental. Et ça, ce sera un moyen de moderniser l'État et surtout d'éviter de dépendre de technologies qui seraient totalement étrangères. D'ailleurs, c'est loin d'être un coup d'essai parce que ce projet, il s'intègre dans un processus beaucoup plus long, dans la fameuse stratégie de développement et de l'innovation numérique qui espère placer l'Ukraine quand même parmi les 3 pays les plus avancés en matière d'IA d'ici 2030. Et du coup, qu'est-ce que Nvidia apporte à ce partenariat ? Alors, pas mal de choses forcément. Oui, déjà, la fameuse suite logicielle de Nvidia qui permet de créer des outils d'IA et aussi un accompagnement à des ingénieurs californiens de Nvidia. Mais surtout, ils vont essayer d'apporter une expertise technique qui serait destinée à accélérer l'entraînement de ce fameux LLM et surtout de réduire les coûts. Et alors, l'intérêt pour Nvidia, alors évidemment, c'est s'ouvrir d'autres marchés, mais c'est quand même quoi si on creuse un peu ? Oui, parce que c'est rarement de bonté de cœur qu'on commence à signer des accords comme ça. Et tu vois, d'ailleurs, le timing est assez... Dans la situation dans laquelle est le pays client. Oui. Mais en fait, ce qu'on a remarqué, c'est que Donald Trump, il n'a pas hésité à plusieurs reprises à justement utiliser les puces Nvidia comme un petit peu un levier diplomatique assez inédit. On l'a vu avec la Chine et les fameux droits de douane. Les puces Nvidia, elles ont pas mal compté. Il y a aussi l'exemple du Royaume-Uni, de l'Arabie Saoudite. Bref, vraiment, l'objectif, c'est de fournir en fait des technologies d'IA afin un petit peu de mettre fin au conflit ou du moins de les apaiser. Et d'ailleurs, c'est une technologie qui a déjà été éprouvée, rappelle-toi, dans les années 50. Exactement. Pas avec l'IA, mais avec le nucléaire. Donc, c'est la même chose, mais quelques années après. Et d'ailleurs, justement, le timing, tu l'as dit au début, il est assez intéressant parce que Donald Trump, justement, vient de présenter son fameux plan de paix avec l'Ukraine. Donc, juste au lendemain, on a ce fameux accord avec Nvidia. Donc, rien n'est laissé au hasard. Donc, à suivre. Et ça fait partie des sujets donc à suivre sur le site de Tech & Co. Merci, Salomé Ferrari. On se retrouve demain pour encore des nouvelles actualités autour de la tech. Évidemment, vous pourrez retrouver tout ça sur le site de Tech & Co, sur le site de BFM Business, la plateforme en replay en podcast et bien entendu sur notre chaîne YouTube. Allez, tout de suite, tiens, on va aller faire un tour en Europe. On va faire un bond vers les États-Unis avec notre invité suivant. Tech & Co, la quotidienne, l'invité. Et notre invité, c'est Frédéric Lay. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Frédéric. Alors, on a l'habitude de te voir plutôt aux États-Unis parce que tu vis là-bas. Alors, pas dans la Silicon Valley, un peu plus bas. Puisque tu es à Los Angeles, tu es fondateur alors ça s'appelait Platform.sh, maintenant ça s'appelait Upsun, c'est ça. On a un changement de nom important. Juste un rappel, on est dans les cloud application platform. Exactement, oui, tout à fait. On vient de changer de nom en fait, c'est une décision importante quand on a une entreprise qui a plus de 10 ans et qui marche bien, de changer le nom. C'est plus qu'un changement cosmétique de nom en fait. C'est vraiment une décision. Je me rapproche du micro. Ouais, c'est vraiment une décision en fait qui s'est mûrie sur 2 ans et demi, et qui est l'aboutissement d'un repositionnement de la plateforme. On a commencé sur l'hébergement de sites de contenu, sites d'e-commerce, qui était en 2015-2020 très à la mode et qui était nécessaire pour beaucoup de gens. Maintenant, en fait, on a basculé sur beaucoup plus d'applications différentes, typiquement des SaaS, des applications d'IA, et on a surtout en fait mis beaucoup d'IA dans la plateforme également, et on s'adapte à l'usage maintenant des développeurs qui tous utilisent de l'IA pour coder. Et alors, ce qui est intéressant dans justement Upsun X Platform.sh, on va le rappeler parce que
Voilà, il faut que ce nom, on commence à l'imprimer. 60% du chiffre d'affaires réalisé aux États-Unis, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Tu es parti très, très tôt là-bas. Ouais. Et donc voilà, ça fait un double pied Europe et États-Unis, parce que tu conserves toujours ce fort lien avec l'Europe. Tu as longtemps soutenu la French Tech américaine, alors plutôt la région de Los Angeles. Et alors comment tu vois, et tu reviens, et ça on va revenir, parce que tu étais au sommet de Berlin il y a quelques jours, donc sur la souveraineté économique européenne. Première chose, ton regard sur tous les investissements colossaux que l'on voit en IA. Voilà, quand on est un entrepreneur de la tech, on se dit, mais ils sont fous, quoi. Ça fait 25 ans que je suis dans la tech, c'est fascinant. Il se passe un truc que je n'avais jamais vu avant. Il y a un niveau là en Silicon Valley, et puis même en Californie de manière générale, il y a un niveau de stress et un niveau d'intensité qu'on n'avait pas connu. Il y a deux expressions que j'aime bien, que j'entends souvent, c'est le 9-9-6, qui est le rythme de travail des ingénieurs d'IA en ce moment, c'est 9h de 9h. Du matin, du 9h du soir, 6 jours par semaine. Ça, c'est le rythme actuel en IA. Tout le monde travaille énormément. Oui. Il y en a un autre, c'est l'image au treadmill. Tu sais, les treadmills, c'est les tapis de course qu'on a chez soi, où en fait, tout le monde a l'impression de courir très, très vite pour faire du surplace, avec le sentiment que si on si on ralentit, on se prend le mur derrière. Et ça, c'est un peu le sentiment en ce moment que tout a accéléré. Et il y a un sentiment effectivement d'urgence absolue en ce moment. Et quand on est entrepreneur comme toi dans ce secteur-là, on est pris dans cette ivresse un peu? Bien sûr, on doit penser à son modèle, on doit penser à on doit essayer de deviner ce que doit devenir l'expérience utilisateur, ce que doit devenir le produit dans un contexte qui change très vite. Et alors du coup, quand tu viens en Europe, et donc tu étais la semaine dernière au sommet de la souveraineté européenne, hein, alors on a parlé de souveraineté européenne et souveraineté numérique à Berlin, tu as senti quand même que l'Europe était un peu consciente de se dire, écoutez, on va arrêter de regarder les autres courir devant, justement, on va nous aussi monter sur le tapis de course et puis on va accélérer aussi. Oui, c'était quand même assez rafraîchissant d'aller à ce summit parce que en fait il y avait d'abord une vraie volonté de collaboration avec les Allemands et on sait que l'Europe sans le moteur franco-allemand, cet axe franco-allemand, ça fonctionne pas. Donc là on voyait vraiment une volonté de collaboration d'une part et d'autre part il y a aussi le sentiment que si on bouge pas on va être une colonie des États-Unis et de la Chine plus rapidement qu'on ne croit. Et donc, une vraie volonté d'agir. Maintenant, est-ce que ce sera suivi d'actes? Il faut l'espérer. Mais en tout cas, il y a une volonté et un fighting spirit, tu vois, qui sortait de Summit. Tu côtoies beaucoup de Français là-bas, alors des Français qui viennent s'installer, des Français qui sont installés depuis longtemps, des Français qui disent, tiens, moi, d'ici quelques mois, je me verrais bien repartir en Europe. C'est quoi le sentiment de ces Français que tu peux côtoyer, qui a un peu tous ces profils? Alors, évidemment beaucoup dans la tech, mais... Si on reste sur un plan professionnel aujourd'hui, évidemment, on a quand même l'impression que c'est là-bas que ça se passe. Même s'il y a des exceptions, même s'il y a des écosystèmes qui se développent en Europe, c'est évident et c'est d'ailleurs c'est chouette parce qu'on voit effectivement que ça se développe un peu partout. Mais quand même, là, San Francisco, qui est une ville qui, il y a 5 ans, était en grande difficulté, avec des bureaux désertés, des techs qui finalement avaient déménagé un peu partout et donc il restait dans les centres-villes que des homeless. La ville reprend du poil à la bête. Oui, d'ailleurs, je crois qu'on a entendu que certains investisseurs commençaient à vouloir refaire partir la ville, justement. Complètement. D'abord, il y a un retour au bureau caractérisé de toutes les grandes techs qui font que les centres-villes sont à nouveau occupés. Et puis, en plus, maintenant, il n'y a plus de débat, en fait. C'est à nouveau la ville de l'IA. Ça a toujours été, cette ville, elle rebondit toujours. Elle est capable à chaque fois de renaître de ses cendres. Elle a brûlé au début du XXe siècle et puis c'est reparti. C'est ça, elle est les tremblements de terre, en fait. Elle est toujours revenu. Aujourd'hui, est-ce que tu sens aussi ces grands enjeux autour les grands enjeux énergétiques? On sait que aux États-Unis, on entend ils veulent construire des centrales nucléaires par rapport aux data centers, mais ça c'est un vrai enjeu. Enfin, c'est un enjeu. De stress, ça fait partie du stress. Ça fait partie du stress. Personne n'a la solution, je veux dire. C'est-à-dire que on sait très bien que toutes les puces NVIDIA qu'on achète, on ne pourra pas toutes les faire tourner. Aujourd'hui, il n'y a pas assez d'énergie dans le pays. Et donc, on voit effectivement les. Et toi, tu vois même fleurir des centrales peu à peu. Enfin, tu entends tous ces projets qui naissent. C'est pas dans les centres-villes, hein. Oui, bien sûr. Mais voilà ce que tu entends, ce que tu peux lire au quotidien. Il y a des investissements qui sont colossaux. Et puis, quand on regarde les chiffres, ils font froid dans le dos. Là, le chiffre incroyable, c'est OpenAI, dont on sait que le run rate, c'est environ 20 milliards de dollars sur l'année, là. Environ 20 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2025, qui a au total engagé pour 1,15 trilliard d'investissement. Donc il faut data center. Donc il faut des data centers, il faut de l'énergie derrière. Donc là il y a une course absolument effrénée.
C'est pour ça que Nvidia fait 60% de croissance alors que c'est une boîte qui fait 200 milliards. Enfin, c'est des chiffres qui font frémir n'importe quelle startup. 60% de croissance, pour une petite startup, c'est déjà bien. Ouais. Là, pour une boîte qui fait 200 milliards, c'est exceptionnel, c'est incroyable, c'est absolument inédit. Ouais. Donc on voit effectivement qu'il se passe quelque chose d'assez incroyable. Probablement une énorme bulle dans tout ça, mais dont on ne sait pas quand elle va éclater. Oui, il y aura peut-être une correction, on ne sait pas si elle va éclater ou si ce sera plus des corrections. Grande ampleur, est-ce que ce sera des corrections? Effectivement, c'est tout le débat, mais ouais, effectivement, on vit une période qui est très intéressante et qui est assez inédite. Hein. Alors, on a l'habitude, Frédéric Play, de se croiser au CES, qui a lieu, donc on y sera, bien entendu, avec toute l'équipe de Tech & Co, dès le 3, enfin le 3, ça va démarrer le 5, mais enfin, on y sera dès le 3-4 pour déjà, il y a l'unveil, voilà, toutes les pré-annonces, enfin, on sera là-bas, en tout cas, on fera plusieurs émissions Tech & Co quotidienne, Tech & Co Business, on aura beaucoup d'émissions spéciales sur le sujet. Le marché américain, il est toujours aussi attrayant pour les startups. Faut vraiment, quand tu dis tout se passe là-bas, tu conseilles là, les startups françaises qui pourraient nous écouter, qui se posent encore la question de prendre un billet d'avion, se dire non, il faut venir faire un tour là-bas. Je crois qu'en fait, c'est un marché incontournable pour les technologies qui visent les développeurs, qui visent les équipes d'ingénierie. L'IA, en général, vise ces équipes-là. Nous, le cloud, vise ces équipes-là. C'est difficile de faire sans, en fait. Donc, et c'est difficile de faire sans. Et puis, c'est un marché qui est tellement difficile que sans y être présent au day-to-day, c'est très dur à craquer. Quand tu dis ce marché est difficile, qu'est-ce qui est difficile? C'est d'être au contact des clients, de pouvoir les accompagner sans cesse. C'est difficile. C'est la concurrence qui est très vive. Une concurrence très vive. Personne ne vous attend. C'est un marché impitoyable. Si on ne répond pas tout de suite, il y a déjà un autre qui a le téléphone qui est prêt à reprendre. Je prends un exemple, mais je discutais avec un entrepreneur américain il n'y a pas très longtemps qui a 24 ans, qui a plus de $200 000 de dettes parce qu'il a fait ses études dans une grande école et il lui restait 2 mois de cash et il est caution personnelle. Voilà, des histoires comme ça, c'est partout, tout le temps. Ouais, donc on a vraiment il y a des subventions, il y a des concours. Il n'y a pas ça aux États-Unis. C'est beaucoup plus dur, quoi. Tu vois, il y a un niveau d'exigence qui est très fort. Et donc, les gens vont très, très vite parce qu'il n'y a pas le choix. En fait, on est pris par des Et puis, on sait que la concurrence, si on ne le fait pas, c'est un autre qui le fera. Voilà. Dernière chose, les innovations que tu suis de près. Alors, évidemment, sur l'IA, il y a tout ce qui te concerne l'IA générative. Mais tout à l'heure, on parlait de robotique. Toi, est-ce que, comme tu es dans la tech depuis pas mal d'années, est-ce qu'il y a des choses que tu suis plus particulièrement? Moi, je suis fasciné par globalement l'agentique AI. Tu vois, le fait que en fait, tu peux complètement déléguer tes tâches répétitives à des agents et que ça marche et que ça scale et que c'est quand même très, très, très bien fait. Donc ça, c'est fascinant. C'est aussi assez angoissant parce qu'en fait, on se demande ce que vont faire les... Quand on laisse l'autonomie à l'IA, on se dit où va être mon rôle dans tout ça? Il y a cet aspect-là. Il y a aussi la destruction de jobs qui est très effrayant. Ça, c'est dans l'esprit aussi de beaucoup. C'est dans l'esprit. Et tu vois, on est aussi à un moment où en fait, l'IA devient finalement aussi quelque part un peu impopulaire aux États-Unis. Ah oui. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de vagues de licenciements. Tu vois, oui, et puis tout le monde attribue l'IA. C'est vrai qu'on tout le monde dit c'est l'IA, parce que c'est facile de le dire, même si c'est pas vrai. Hein, ce qu'on entend, c'est qu'en général, c'est pas l'IA. C'est pas l'IA, mais ça fait bien dire que c'est l'IA auprès des marchés financiers. Donc c'est le coupable parfait, désigné. Et donc les gens commencent à associer le fait que l'IA, c'est destructeur de votre job, de votre job de petit-neveu, etc. Donc on se rend compte que là, en ce moment, l'IA est en train de... Et tu vois, les destructions de Waymo dans les grandes villes, ça devient une réalité, tu vois. Donc en fait, on se rend compte qu'il risque d'y avoir beaucoup de casse. De la casse. Bannon, tu vois, Steve Bannon, qui est un des extrémistes, le conseiller de Donald Trump, qui aujourd'hui prône une mise en pause de l'IA générative. Donc on sent que effectivement, les années qui viennent vont être passionnante. Eh bien, on va suivre tout ça. Merci en tout cas, Frédéric Play, d'être venu nous en parler. Je rappelle, tu es CEO de Upsun, anciennement Platform.sh, installé évidemment en Europe, mais beaucoup aux États-Unis. On aura l'occasion certainement de se recroiser au CES. Merci en tout cas d'être venu parler à la fois de Upsun, qui est dans la Cloud Application Platform, qui se repositionne et qui marche plutôt bien à 60% de chiffre d'affaires aux États-Unis, et puis de nous avoir donné un peu ce petit sentiment, ce qui se passe dans la Silicon Valley. On se retrouve demain. Ce sera François Sorel ici même. D'ici là, excellente soirée sur BFM, tout simplement, sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.